Voici les 5 pires défaillances techniques de l'histoire de l'escalade. Certaines d'entre elles sont si rares que les experts n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Chaque erreur s'est terminée par une tragédie fatale et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Bienvenue dans l'extrême. Quand la plupart des gens pensent à la Grèce, ils imaginent des bâtiments blancs, une eau bleue, un soleil chaud et de petites îles éparpillées sur la mer. Ils ne la considèrent probablement pas comme l'une des destinations d'escalade les plus célèbres au monde. Mais c'est exactement ce qu'était l'île de Kalymnos. Les falaises de calcaire orange imposantes qui s'élèvent directement de la mer Égée. C'est le genre d'endroit que les grimpeurs rêvent de visiter et pour un homme, c'était presque une seconde maison. Il s'appelait Peter Reuven et ses amis disèrent de lui qu'il était l'une des personnes les plus gentilles du monde de l'escalade, le genre de personne qui souriait plus qu'il ne parlait. Et à 60 ans, Peter grimpait encore des voies que beaucoup de personnes ayant la moitié de son âge n'auraient même pas rêvé d'essayer. Le 27 mars 2026, il passait un autre bel après-midi dans le secteur Jurassic Park de Kalymnos. Son objectif ce jour-là était de grimper une section classique de 18 mètres, appelée Saint-Sava, et rien dans la journée ou sur la roche ne semblait inhabituel. Le temps était bon, la roche était sèche, et comme l'escalade dans un endroit comme celui-ci se fait généralement à deux, il était accompagné de son ami proche. Ce matin-là, Peter est arrivé, a mis de la magnésie sur ses mains et est monté rapidement. Saint-Savas avait installé des points d'ancrage métalliques dans la roche, espacés tous les quelques pieds jusqu'en haut, donc, à mesure que Peter grimpait, il atteignait l'un de ses boulons et accrochait une corde qu'il avait apportée avec lui à travers une petite boucle métallique fixée au boulon. Ensuite, il continuait à grimper jusqu'au suivant et y accrochait aussi sa corde. Boulon après boulon tout le long de la falaise. Le but de tout ça, c'est que s'il glissait, il ne tomberait que jusqu'au dernier point d'ancrage où il avait fixé la corde parce que la corde le retiendrait à cet endroit-là. Le rôle de son ami, en bas, était de tenir l'autre extrémité de la corde et de la garder assez lâche pour qu'il puisse bouger librement, mais assez tendue pour que s'il tombait, il puisse l'arrêter presque instantanément. C'est une forme étrange de confiance quand on y pense. L'assureur ne pouvait pas voir ses mains ou ses pieds, ni savoir exactement quel mouvement il faisait à chaque instant. Il devait simplement le ressentir à travers une tension ici, une pause là sur la corde et être prêt. Mais j'imagine que quand on a 60 ans et qu'on grimpe ensemble depuis des années, on sait ce que chaque mouvement signifie. Peter est arrivé au sommet et là-haut, il a atteint un point appelé un point d'ancrage. C'est essentiellement 2 points d'ancrage reliés par une courte chaîne et il s'y est attaché pour pouvoir redescendre et c'était tout. Le plus dur aurait dû être terminé. Il avait fait exactement ce pourquoi il était venu. Peter a probablement pris un moment pour savourer sa réussite avant de dire à son ami qu'il était prêt à redescendre. Et c'est la dernière phrase normale de cette histoire. Pour descendre, tout ce que Peter était censé faire, c'était simplement se retourner, lâcher la roche, s'asseoir dans son harnais comme sur une balançoire, se laisser tomber et laisser son partenaire faire le reste du travail. Le seul travail qui restait, si on peut appeler ça un travail pendant la descente, c'était d'enlever tous ces mousquetons métalliques qu'il avait apportés avec lui pour sa sécurité en montant. Il ne pouvait pas simplement les laisser là, c'est une mauvaise habitude d'escalade, et cet homme de 60 ans était tout sauf ça. Alors, pendant que son ami le descendait tous les quelques mètres, Peter tendait la main, retirait la boucle la plus haute du goujon et l'accrochait à sa propre ceinture. Ensuite, son ami le descendait un peu plus et Peter recommençait. Cela s'est répété jusqu'à ce que Peter se retrouve suspendu à environ 12 mètres dans les airs. Il était complètement détendu. Ce qui le retenait était un ancrage à chaîne métallique conçu pour supporter le poids d'une voiture, et il lui restait 3 goujons à retirer pour descendre jusqu'au sol ferme. Il était en sécurité. Au moment où il fit signe à son ami de le descendre, au goujon suivant, c'est arrivé. Au lieu d'une traction lente et douce sur la corde, Peter entendit un claquement métallique, violent et sec, juste au moment où la corde devint complètement lâche. En un clin d'œil, il chutait à toute vitesse. Il tomba de 12 mètres dans le vide et s'écrasa violemment sur une corniche rocheuse à mi-hauteur de la montagne. Vous pouvez probablement imaginer à quel point cela fait mal lorsque le corps d'un homme de 60 ans frappe violemment et sans prévenir la roche dure d'une montagne. Mais en dehors de la douleur et du tourment qui ravagèrent son corps, ce qui traversait l'esprit de Peter, c'était la confusion.
Qu'est-ce qui venait de se passer? Son ami venait-il vraiment de lâcher la corde? Même si c'était le cas, il avait mis ses points d'ancrage de sécurité. Pourquoi n'avait-il pas marché? Que se passait-il? Au sol, son ami criait frénétiquement « Peter, Peter !» tandis qu'elle et d'autres grimpeurs qui avaient entendu la chute couraient sur les rochers pour le rejoindre, redoutant le pire. Mais lorsqu'ils ont atteint la corniche où il se trouvait, il allait étonnamment bien compte tenu de la distance et de la violence de sa chute. Ses jambes étaient écorchées et il avait mal au bas du dos, certes, mais il était en vie. Il ne leur restait plus qu'à le descendre de la montagne et l'emmener chez un médecin. Et c'est là que cette histoire devient franchement incroyable. L'ami de Peter a immédiatement appelé à l'aide, mais l'opérateur au bout du fil ne parlait pas anglais et personne dans le groupe d'escalade de Peter ne parlait grec. Il était donc extrêmement difficile d'expliquer précisément sur quelle falaise isolée ils étaient coincés. Ils ont demandé un hélicoptère de secours, mais on leur a dit qu'un hélicoptère ne pouvait pas atterrir à cause du terrain. La seule aide à proximité était l'équipe de secours de Kalymnos et il a fallu plus de 2h30 à cette équipe, composée presque entièrement de bénévoles courageux mais ordinaires, pour grimper jusqu'à l'endroit où se trouvait Peter. Peter est tombé à 15h30. Au moment où ils ont enfin réussi à l'attacher sur une civière et à commencer à le descendre, le soleil se couchait. Cela fait plus de 3 heures de douleur intense et atroce, et les choses se sont devenues encore plus chaotiques pendant la descente. Il n'y avait pas de route menant au lieu de l'accident. Aucune ambulance ne pouvait accéder. Les bénévoles n'avaient donc pas d'autre choix que de porter Peter à bras d'homme le long d'un sentier de montagne étroit et rocailleux. Ils avançaient lentement, épuisés, s'arrêtant sans cesse pour franchir les passages escarpés du sentier sans faire tomber la civière. Ce n'était en rien professionnel. Un témoin oculaire a vu des fournitures médicales tomber du sac d'un secouriste en déplacement. À un moment donné, Peter s'est mis à vomir et quelqu'un a attrapé le sac le plus proche qu'il a pu trouver pour le lui tendre afin qu'il ne s'étouffe pas. À 21h, après des heures à descendre la montagne lentement dans l'obscurité, il n'était qu'à mi-chemin de l'ambulance qui les attendait. Mais le corps de Peter était à bout. Il sombrait lentement dans l'inconscience, puis revenait à lui. Et malheureusement, après plus de 5 heures à être secoué sur le sol, Peter Oubren est décédé en route vers l'hôpital. Naturellement, les accidents d'escalade impliquent presque toujours une erreur humaine. Ainsi, quand les enquêteurs ont examiné ce qui s'était passé ce jour-là, ils pensèrent trouver qu'il avait mal mousquetonné quelque chose ou qu'un nœud s'était défait. Mais lorsque les grimpeurs du monde entier ont découvert ce qui s'était réellement passé ici, ils ont été terrifiés. Laissez-moi vous expliquer. Peter est tombé parce que les ancrages métalliques qui le retenaient en haut de la falaise se sont détachés. Mais cela n'avait aucun sens. Les boulons d'ancrage comptent de parmi les équipements les plus fiables en escalade. Ils sont censés durer des décennies. Certains fabricants vous diront même qu'ils tiennent facilement 50 ans si la roche est sèche et que les conditions sont normales. Mais Kalymnos n'est pas un endroit normal. Elle se trouve juste au bord de la mer Égée, ce qui signifie que chaque goujon foré dans ce calcaire passe toute sa vie à respirer l'air salé de l'océan. Et quand le sel pénètre profondément dans le métal, de petites fissures commencent à se former, progressant de l'intérieur vers l'extérieur. Mais vous ne pourriez pas le savoir juste en le regardant. Et les boulons sur Saint-Savas étaient là dans cette roche depuis 2002. Cela fait 24 ans que ce même air salin agit silencieusement sur ces boulons. Mais croyez-moi, ça ne fait qu'empirer. Des boulons qui lâchent, ce n'est pas inédit. Cela arrive assez rarement, mais ça arrive quand même. Ce qui est rare, c'est qu'un boulon lâche, puis que le boulon juste en dessous casse immédiatement après. On appelle ça une défaillance en chaîne, et c'est ce qui se rapproche le plus d'être frappé 2 fois par la foudre dans ce sport. Peter a perdu la vie à cause d'un accident exceptionnel qui n'arrive qu'une fois dans une vie, contre lequel il ne pouvait absolument rien faire. Sa mort a changé les choses sur cette île. 10 secteurs d'escalade différents ont été fermés pendant que chaque ancrage y était vérifié. La fédération d'escalade de son pays d'origine lui a accordé un statut de membre honoraire après sa mort. Quelqu'un a commencé à collecter des fonds pour ramener ce même effort de rééquipement en République tchèque en son nom.
Mais rien de tout cela ne pouvait ramener cet homme de 60 ans qui voulait simplement grimper et qui avait tout fait correctement. Maintenant, j'ai besoin que tu restes avec moi pour les 5 prochaines, car ça va empirer. Et je ne dis pas ça à la légère. Parmi tout ce que j'ai découvert, en faisant des recherches pour cette vidéo, il y a une histoire vers la fin à laquelle je pense encore. C'est celle qui m'a donné envie de faire cette vidéo à la base. Une histoire tellement déchirante, tellement horrible, surtout si vous êtes parent et que vous regardez cette vidéo. Alors restez avec nous, car on y arrive petit à petit. Maintenant, si la leçon que vous tirez de l'histoire de Peter était qu'on n'était jamais trop prudent, eh bien, soyez prudent avant d'en arriver à cette conclusion. Parce que 2 ans avant que Peter ne tombe, cette grimpeuse de 18 ans à Cherokee Rock Village, en Alabama, s'est retrouvée confrontée à un problème différent sur cette grande paroi de grès que les grimpeurs adorent. Elle s'appelait Yutongjang, mais tout le monde l'appelait Faye. Et pour être honnête, Faye était vraiment la dernière personne à qui on pourrait comparer Peter. Elle avait 18 ans et ce n'était que la 2e fois qu'elle grimpait en extérieur. Et contrairement à Peter, Faye faisait de la moulinette, ce qui veut simplement dire qu'elle est attachée à une corde fixe ancrée en haut. La corde descend jusqu'à elle, remonte au-dessus du bord de la falaise, puis redescend jusqu'à quelqu'un qui tient l'autre extrémité. Ainsi, si elle glisse, elle bouge à peine. C'est la méthode la plus sûre pour les débutants, car en cas de glissade, tu ne tombes presque pas. La corde est déjà au-dessus et te retient tout le temps. Faye était la dernière personne de son groupe à grimper une voie ce jour-là, appelée Misty. Et en montant, elle ramassait aussi le matériel que les autres membres de son groupe avaient laissé accroché au mur lors de leur passage. Tout en haut de cette voie se trouvait le relais. Mais au lieu d'une chaîne comme celle où Peter s'était accroché, celle-ci utilisait ce qu'on appelle des Moosey Hooks. Ce sont ces 2 gros crochets en acier très robustes, fixés dans la roche, avec un petit loquet à ressort. L'idée, c'est que tu laisses tomber ta corde dans les crochets, le loquet se referme pour l'empêcher de tomber. C'est déjà extrêmement sûr, mais rappelle-toi, Faye était débutant. Ses amis l'aimaient et voulaient être encore plus prudents. Donc, avant même que Faye ne monte là-haut, ses amis avaient ajouté un équipement supplémentaire au relais du haut. Ils ont accroché un mousqueton à verrouillage juste entre les 2 crochets, simplement comme sécurité supplémentaire pour être absolument certain que la corde ne glisserait pas. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de créer exactement les conditions pour une erreur catastrophique. Quand Faye est arrivée en haut de la voie, elle était ravie. Elle a probablement passé un moment là-haut à profiter de la vue, et quand il a été temps de redescendre, elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Retirer ce mousqueton de sécurité supplémentaire, laisser les 2 crochets Moosey faire leur travail, et laisser la corde en dessous prendre son poids à partir de là. Et c'est ce qu'elle a fait. Faye a fait signe à son ami et s'est penchée, attendant que la corde la descende en sécurité. Au lieu de cela, la corde s'est complètement détachée du mur, et avant qu'elle ne puisse dire ou faire quoi que ce soit, elle est tombée de 27 mètres directement au sol, juste à côté de son ami qui tenait la corde. Des gens se sont précipités immédiatement. Il y avait même un médecin sur la falaise ce jour-là qui a couru pour aider. Mais une chute de 27 mètres sur de la roche solide, c'est tout simplement trop. Personne ne pouvait rien faire. Faye est décédée sur le coup. Mais ce n'était pas une autre histoire d'ancrage défaillant. La raison pour laquelle cela est arrivé me rend encore triste chaque fois que j'y pense. Revenons à ces crochets Moosey en haut de cette voie. Ils sont conçus pour attraper une corde qui monte depuis le bas, pas une corde qui repose au-dessus d'eux. Mais pour retirer ce mousqueton supplémentaire, Faye a dû soulever la corde de quelques centimètres, juste assez pour glisser ses doigts autour. Et en ces 2 secondes, la corde est passée de sous le doigt du mousqueton à au-dessus de celui-ci. Depuis le sol, son ami ne pouvait pas voir la différence. Personne n'aurait pu. Lorsque Faye s'est penchée en arrière, tout son poids est tombé sur une corde là où ses crochets ne pouvaient pas la retenir. Le doigt s'est grand ouvert comme une porte battante et la corde est sortie d'un coup. C'était de la physique. Et le plus triste dans cet accident, c'est que le mousqueton, qui était censé être une sécurité supplémentaire, était précisément la raison pour laquelle elle a dû soulever la corde au départ. Enlevez-le et la corde serait restée exactement là où elle devait être, bien au fond des crochets. Personne n'a rien fait de mal. Ils aimèrent leur amie et voulaient qu'elle soit en sécurité. Et c'est cela qui a coûté la vie à cette belle jeune fille.
Vous le voyez maintenant, n'est-ce pas? En escalade, le vrai danger, c'est de faire confiance au mauvais équipement. Le mieux est sûrement de fabriquer son équipement si on ne fait pas confiance à ce qu'on trouve, non? C'est plus ou moins ce que le sergent technicien Peter Cranes avait en tête le 8 octobre 2019 lorsqu'il est allé aux Black Cliffs près de Boise, dans l'Idaho. Peter était avec son peloton en plein milieu d'un stage d'alpinisme de 6 jours pour l'armée de l'air des États-Unis. L'armée enseigne régulièrement l'escalade à des personnes comme Peter qui sont des sauveteurs paramilitaires. Parfois, les hélicoptères ne peuvent pas atterrir près des blessés. C'est alors que Peter intervient. Ce jour-là, il grimpait depuis environ 11 heures du matin. Il était tard dans la journée, et pour le dernier exercice de cette session, 3 d'entre eux devaient descendre en rappel du sommet d'une falaise de 15 mètres avant de rentrer chez eux. Le rappel est presque l'opposé de l'escalade. Au lieu de grimper la paroi, on se laisse descendre le long de celle-ci à l'aide d'une corde. C'est assez simple, à condition que ce qui retient votre corde à la montagne reste exactement à sa place. Le groupe a marché jusqu'au sommet de la falaise, où une autre équipe avait déjà laissé un ancrage permanent, et la plupart des grimpeurs s'y seraient probablement attachés sans y réfléchir à 2 fois. Mais Peter s'est accroupi, l'a examiné, puis a décidé « je n'aime pas ça ». Personne ne sait exactement pourquoi. Peut-être qu'il avait l'air vieux, ou peut-être que c'était juste son instinct. Peut-être parce que l'homme avait un enfant et une femme enceinte de 20 semaines chez lui, il ne voulait pas prendre de risques. Peter n'était pas à l'aise de demander à certains des grimpeurs les moins expérimentés du groupe de faire confiance à cet ancrage. Alors, il a construit son propre ancrage en coinçant 2 pièces d'équipement en métal extrêmement solides profondément dans les fissures de la roche. Il a ensuite relié ces 2 pièces avec une corde très résistante pour former une boucle centrale au milieu. Enfin, comme il se tenait juste au bord d'une falaise, Peter a attaché son propre harnais de sécurité à cet ancrage dans la boucle centrale pour s'assurer de ne pas tomber pendant qu'il aidait ses coéquipiers à descendre. Peter et ses coéquipiers l'ont vérifié, tout semblait solide. Le premier aviateur a fixé sa corde à l'ancrage de Peter, a reculé au bord, puis est descendu en rappel jusqu'au sol en toute sécurité. Parfait. Ensuite, le deuxième aviateur s'est avancé, a attaché sa corde, s'est penché en arrière et a commencé à descendre la falaise. Peter, toujours attaché à son point d'ancrage de sécurité, observait son coéquipier descendre. L'homme en rappel est descendu en douceur jusqu'à ce qu'il soit à environ 5 mètres du sol quand un côté de l'ancrage de Peter s'est tout simplement arraché de la roche. Ça aurait dû être terrifiant si Peter n'avait pas eu la prévoyance de coincer 2 pièces d'équipement dans la roche. Ce style s'appelle construire un ancrage redondant et il est fait pour que si l'un cède, l'autre retienne le grimpeur. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Le grimpeur est soudain tombé de quelques pieds, puis un fort craquement a retenti alors qu'il chutait les 15 derniers pieds jusqu'au sol. Il est tombé au sol et s'est relevé indemne. Mais alors qu'il s'époussetait, il leva les yeux et vit Peter chuter dans le vide, complètement sans protection. Et avant même qu'il ait eu le temps de comprendre ce qui se passait, il vit Peter heurter violemment le sol rocheux de la falaise, complètement pris au dépourvu. Les coéquipiers de Peter l'ont rejoint aussitôt. C'était littéralement parmi les meilleurs médecins urgentistes de toute l'armée. Si quelqu'un dans le monde avait une chance de sauver Peter, c'étaient les hommes qui se tenaient autour de lui cet après-midi-là. Ils ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire et même effectué une ouverture chirurgicale d'urgence des voies respiratoires au bord de la falaise. Mais Pierre était tombé de 16 mètres de haut. Ses blessures étaient tout simplement trop graves. Peter Cranes est mort sur les lieux. Il avait 33 ans. Quand Peter a construit cet ancrage, il a coincé 2 morceaux épais de métal dans la roche et les a attachés ensemble avec une corde formant une sorte de V. L'idée était que ces 2 morceaux de métal partageraient le poids de toute personne suspendue à la corde. Mais quand l'un de ces morceaux s'est arraché, la corde qui les reliait n'était plus tendue en forme de V. Elle est partie d'un coup tout droit, vers le bas, comme un câble d'ascenseur qui se serait soudainement sectionné sous la contrainte. Et comme Peter avait attaché son propre harnais de sécurité à ce même morceau d'équipement, l'élan provoqué par la rupture de l'ancrage l'a entraîné, lui aussi, par-dessus le bord. Je pense que la chose la plus triste dans cette histoire, c'est la raison pour laquelle cela s'est produit. Les enquêteurs ont découvert que les fissures utilisées par Peter étaient près du sommet d'une falaise de basalte. De l'extérieur, la roche semblait solide, mais la roche près du sommet des falaises de basalte est souvent plus fracturée qu'elle n'en a l'air.
C'est un peu comme la croûte d'un pain frais, ferme à l'extérieur mais plus facile à briser en dessous. Donc, lorsque la première protection a cédé, le mouvement soudain a peut-être aussi fragilisé la roche autour du deuxième. Il n'a pas vraiment fait quelque chose de mal, mais un tout petit détail, presque insignifiant, lui a coûté la vie. Après Peter, on croit avoir vu le pire qu'une panne technique puisse causer. Ce n'est pas le cas. Parce que ce qui est arrivé à Euronkrop laisse encore les grimpeurs expérimentés perplexes. Le 30 septembre 2000, 2 Eurons grimpaient dans un endroit appelé Frenchman Coulee, dans l'État de Washington avec un de ses proches amis, repoussant les limites de ce qui l'a rendu si célèbre. Il grimpait en escalade traditionnelle avec son ami Urdan. L'escalade traditionnelle, honnêtement, ça paraît un peu étrange si on n'en a jamais vu, parce qu'au lieu de s'accrocher à des spits déjà fixés dans la montagne par quelqu'un d'autre, on utilise ces dispositifs métalliques appelés coinceurs à cames pour progresser. Un coinceur à cames est un petit bijou d'ingénierie. Quand on appuie sur la gâchette, les côtés métalliques se resserrent. On le glisse dans la fissure de la roche, on relâche la gâchette et des ressorts poussent les côtés métalliques contre les 2 parois de la fissure, puis on y attache sa corde. Si tu tombes, l'attraction vers le bas force en fait le métal à s'écarter et à agripper la roche encore plus fort. Donc, à mesure qu'Euron montait, il s'arrêtait tous les 1 ou 2 mètres, cherchait une fissure dans la roche, attrapait un coinceur à cames à sa ceinture et le coinçait dans cette fissure avant d'y attacher sa corde. Puis, il montait encore de quelques mètres, trouvait une autre fissure et recommençait. Il a continué jusqu'à presque atteindre le sommet de la voie, la partie la plus difficile de l'ascension. À un moment donné ici, Euron a eu du mal à trouver une bonne prise, alors ses mains ont glissé et il est tombé. Mais c'était prévu. Même les meilleurs grimpeurs glissent de temps en temps, surtout si la roche est un peu large ou glissante. Voilà pourquoi ils avaient passé les dernières minutes à installer des protections. Quand son poids s'est reporté sur la corde, le coinceur à cames du haut aurait dû l'arrêter. Au lieu de ça, il a été arraché directement de la fissure. Ça a sûrement fait une belle frayeur à Euron, mais pas de panique, parce que juste en dessous de ce coinceur à cames, il en avait déjà placé un autre, puis encore un autre en dessous. Le but de placer plusieurs protections, c'est que l'une serve de secours à la suivante. En tombant, sa corde s'est soudain tendue sur le coinceur à cames suivant. Pendant une fraction de seconde, on aurait dit que tout avait fonctionné. Puis, il s'est passé quelque chose que presque personne n'avait prévu. Le mousqueton métallique reliant la corde à cette protection s'est brisé en 2. N'ayant plus rien pour l'arrêter, Euron est tombé d'environ 18 mètres sur les rochers en contrebas. Son partenaire d'escalade s'est précipité immédiatement, mais il n'y avait rien à faire. L'un des plus grands grimpeurs du monde venait de disparaître. Naturellement, les enquêteurs voulaient adieu savoir comment. Euron avait-il mal placé la première protection ou le mousqueton a-t-il défailli d'une façon ou d'une autre? En fait, ce qui s'est passé ici est l'une des choses les plus malchanceuses que j'ai jamais lues de ma vie. Commençons par ce premier coinceur à cames. Un coinceur à cames, c'est comme un parapluie replié. Il suffit de le replier, de le pousser dans une fissure étroite, puis de le relâcher. Il va s'ouvrir et appuyer contre les côtés de l'ouverture. C'est tout. Voilà tout l'appareil. Plus vous tirez fort sur la poignée, plus ce parapluie ouvert se coince fermement contre les côtés. Ce n'est pas collé à l'intérieur avec de la colle, c'est simplement coincé et le coincement se renforce plus vous tirez dessus. C'est une invention ingénieuse qui fonctionne la plupart du temps à merveille. Mais les coinceurs à cames ont une fâcheuse tendance. Les grimpeurs appellent ça la migration. Honnêtement, le mieux pour décrire cela, c'est d'imaginer appuyer un balai contre un mur. Ça a l'air parfaitement stable, mais chaque fois que quelqu'un passe à côté, il glisse un peu, puis encore un peu, puis encore un peu, jusqu'à ce qu'au final, il ne soit plus là où vous l'aviez laissé. Les coinceurs à cames se comportent de façon très similaire. Lorsque la corde bouge autour du coinceur à cames pendant l'escalade, elle tire doucement dessus, encore et encore. La plupart du temps, il ne se passe rien, mais parfois, elle s'enfonce lentement dans une partie plus large de la fissure où elle n'adhère plus aussi bien. Les enquêteurs pensent que c'est probablement ce qui s'est passé ici. Le coinceur à cames, en qui Euron avait le plus confiance, avait discrètement bougé avant sa chute. Quand son poids s'est enfin posé dessus, il s'est juste arraché. Mais ça n'aurait quand même pas dû le tuer. Je veux dire, réfléchis-y. Il aurait simplement dû tomber un peu plus bas, être retenu par la protection suivante, et finir secoué, mais indemne.
Voilà pourquoi on place plusieurs protections en grimpant. Pendant un instant, c'est exactement ce qui s'est produit. Sa corde s'est tendue sur le coinceur à came plus bas. Elle a tenu, mais ensuite l'anneau métallique épais reliant sa corde au coinceur à came s'est brisé net en deux. C'est la partie que les enquêteurs ont encore du mal à croire, même aujourd'hui. Les mousquetons ne castent tout simplement jamais. On pourrait grimper toute sa vie sans jamais voir cela. Un mousqueton standard est conçu pour supporter plus de 5000 livres de force. On pourrait littéralement suspendre un pick-up à l'un d'eux. Et même si Euron était un grand gars musclé d'1,90 m, il ne pesait certainement pas 2268 kilos. Alors, comment un morceau de métal aussi solide a-t-il pu se casser en deux? Il s'avère que tout cela dépend en fait de la forme d'un mousqueton. Imaginez un cadenas. Un cadenas fermé et solide. Vous pouvez tirer dessus, vous balancer dessus, y mettre tout votre poids, et il ne bronche pas, parce que le métal forme une boucle complète sans rien qui vienne briser ce cercle. Maintenant, imaginez ce même cadenas, sauf que le petit fermoir ne s'est jamais vraiment enclenché. Il a l'air fermé si vous le regardez, mais il y a une infime ouverture exactement là où il devrait être scellé. Tirez sur un cadenas comme celui-là, et au lieu que votre poids se répartisse sur toute la boucle solide, il se concentre entièrement sur ce seul point faible. C'est le seul endroit où ça peut céder. Le loquet d'un mousqueton, c'est ce fermoir. Fermez-le complètement et le mousqueton devient essentiellement un anneau solide. Mais si le loquet n'est pas complètement fermé, ne serait-ce que d'un rien, l'anneau n'est plus vraiment un anneau. C'est juste un morceau de métal courbé avec un point faible. C'est précisément là qu'il cédera si une force suffisante s'exerce. Après avoir récupéré l'équipement d'Euron, les enquêteurs ont constaté que le doigt du mousqueton était presque intact. S'il avait subi un impact massif alors qu'il était complètement fermé, on s'attendrait à voir des signes évidents de contrainte, ce qui leur a indiqué qu'il était probablement ouvert ou en train d'être forcé à s'ouvrir au moment précis où tout son poids l'a frappé. Donc, au lieu de supporter des milliers de livres comme il le pouvait normalement, le mousqueton a simplement cédé. Tu te rends compte à quel point c'est incroyablement malchanceux? D'abord, le coinceur glisse discrètement vers une position plus faible. Ensuite, Euron tombe. Puis ce coinceur s'arrache. Ensuite, le mousqueton suivant se coince exactement dans la mauvaise position et la corde censée le retenir cède tout simplement. Tout ce qui pouvait mal tourner l'a fait et tout s'est passé en l'espace d'environ 2 secondes. Je trouve aussi qu'il y a quelque chose d'étrangement triste dans l'endroit où c'est arrivé. C'est un homme qui avait déjà atteint le sommet du mont Everest. Il avait survécu à des avalanches et à des tempêtes de neige sur certaines des montagnes les plus hostiles de la planète. Pourtant, au final, ce n'est pas l'Everest qui l'a emporté. C'était une falaise ordinaire lors d'un après-midi qui aurait dû être banale avec un ami. Mais aussi déchirante que soit l'histoire d'Euron, notre dernière histoire fait d'une certaine façon encore plus mal. Parce qu'à la différence de tous ceux dont nous avons parlé aujourd'hui, ce grimpeur n'a même jamais eu la chance de grandir. Il n'avait que 12 ans. Le 2 juillet 2013, un groupe de jeunes grimpeurs italiens est arrivé dans la petite ville d'escalade d'Orpierre dans le sud de la France. C'était un lieu apprécié des grimpeurs. Des rues tranquilles, d'imposantes falaises de calcaire et des centaines de voies qui s'étendent sur les parois dans toutes les directions. Parmi le groupe se trouvait un garçon de 12 ans nommé Tito Traversa. 12 ans, ça paraît incroyablement jeune. Mais si tu avais vu Tito grimper, tu aurais probablement oublié son âge 30 secondes plus tard. Il se déplaçait sur la roche avec une telle fluidité qu'on aurait dit qu'il avait passé ses 12 années de vie à grimper. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Ses parents lui ont fait découvrir l'escalade alors qu'il ne savait pas encore lasser ses chaussures. Très vite, il remportait des compétitions de jeunes partout en Europe, grimpait des voies que les adultes trouvaient difficiles et devenait discrètement l'un des jeunes talents les plus prometteurs que le sport ait jamais connus. Si vous demandez à ceux qui connaissaient Tito ce qu'ils pensèrent de son escalade, ils évoquent surtout son sourire, sa façon de rire avec ses amis et son enthousiasme à grimper dans de nouveaux lieux. Parce qu'au bout du compte, il restait simplement un enfant qui s'amusait avec ses amis ce matin-là. Aujourd'hui, c'était un grand jour pour lui. C'était un voyage d'escalade en plein air en France organisé par sa salle d'escalade locale en Italie. Le groupe était composé d'une dizaine d'enfants de l'équipe junior de la salle, de 2 parents et d'un moniteur professionnel. Pour Tito, c'était son premier grand voyage sans son propre père pour veiller sur lui en cette belle et chaude journée d'été en France.
Ils ont décidé de commencer par une voie vraiment facile pour s'échauffer avant de passer aux ascensions plus difficiles plus tard, car il était logique de préparer son corps d'abord. Et Tito, évidemment, s'est porté volontaire pour passer en premier. Mais Tito n'avait pas tout son équipement d'escalade, il a dû emprunter du matériel à une autre jeune fille de son groupe. Plus précisément, il a emprunté une série de dégaines. Une dégaine, c'est en gros 2 mousquetons reliés par une courte sangle en tissu très résistant. Un mousqueton se fixe sur le spit, la corde passe dans l'autre. La sangle entre les deux, c'est elle qui fait tout le travail. C'est tout. Elle est conçue pour supporter des milliers de livres, et des milliers de grimpeurs lui font confiance chaque jour. Et Tito aussi, quelques minutes plus tard, il a atteint le sommet de la voie. Il a souri à ses amis en bas, a crié qu'il était prêt, puis s'est laissé aller en arrière sur son harnais. Pendant un instant, tout semblait parfaitement normal. Puis il y a eu ce léger claquement, et Tito est tombé de quelques pieds. Un autre claquement, il est tombé plus bas. Clac, clac, clac. C'est arrivé si vite que les gens en contrebas qui regardaient pouvaient à peine comprendre ce qu'ils voyaient. On aurait presque dit que la protection disparaissait sous lui. Alors que ses amis regardèrent depuis le sol terrifiés, 8 pièces d'équipement distinctes ont lâché l'une après l'autre. Elles se sont littéralement détachées du mur en quelques secondes et se sont complètement séparées de la falaise. Tito est tombé de 18 mètres au sol. Il ne portait pas de casque. Les secouristes sont arrivés vite et il a été immédiatement évacué en hélicoptère vers l'hôpital. Pendant que les médecins tentèrent de le sauver, toutes les personnes impliquées se demandaient ce qui s'était vraiment passé là-haut. Un morceau de métal peut céder, bien sûr, mais 8, surtout quand il s'agissait d'équipements tout neufs. Quelque chose où quelqu'un a forcément commis une erreur et quelqu'un, tout simplement, l'a fait. Quand tu achètes une dégaine en magasin, parfois elle est en pièces détachées et tu dois mettre les mousquetons sur les sangles en tissu, les assembler toi-même. Et comme ce tissu est flexible, le mousqueton du bas peut parfois tourner ou se retourner pendant que tu essaies de clipper ta corde rapidement dedans. C'est agaçant. Pour éviter que cela n'arrive, les fabricants de matériel incluent un petit élastique serré, dont le rôle est simplement de maintenir le mousqueton dans la bonne direction afin qu'il ne tourne pas pendant que tu grimpes. C'est tout. C'est le seul rôle de l'élastique. Il n'a absolument aucune résistance. Mais la mère de la fille à qui Tito avait emprunté du matériel venait d'acheter les pièces et la fille les a assemblées elle-même à la maison avant le voyage. Et quand cette jeune fille assemblait ses dégaines dans son salon, elle a commis une erreur terrifiante. Au lieu de clipser le mousqueton sur la sangle proprement dite, la partie conçue pour supporter des milliers de kilos, elle l'a accroché à l'élastique qui ne sert qu'à orienter la porte dans le bon sens. Elle n'avait aucun moyen de le savoir. On ne lui avait jamais appris à vérifier. C'était juste une gamine qui faisait de son mieux avec les maigres informations qu'elle avait, assemblant le matériel comme elle pensait que ça fonctionnait. Quand il s'est penché là-haut, ce premier élastique a immédiatement cassé sous son poids, alors il est tombé sur la protection suivante. Et cet élastique a cassé. C'était un effet domino d'erreur invisible. Un effet domino qui s'est terminé avec l'un des grimpeurs les plus talentueux et les plus jeunes ayant jamais existé, en train de se battre pour sa vie à l'hôpital. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, on aurait presque cru qu'il allait s'en sortir. Mais il ne s'en est pas sorti. Les blessures étaient trop graves. 3 jours plus tard, malheureusement, il est décédé. Petit détour rapide. Chaque mois, une histoire ne paraît jamais sur YouTube. C'est là, si tu la veux, Patreon, lien ci-dessous. Alors, où en étions-nous ? Mais cela ne s'est pas arrêté là. Les parents de Tito ne pouvaient pas enterrer leur fils de 12 ans et accepter cet accident dû au hasard. Parce que même si c'était une tragédie incroyable, ce n'était pas un caprice de la nature. Tito était un enfant lors d'un voyage organisé, géré et supervisé par des adultes. Ces adultes étaient chargés d'assurer sa sécurité. C'étaient eux qui étaient censés tout vérifier 2 fois. Ses parents ont exigé des comptes et les procureurs italiens étaient d'accord. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Ils n'ont pas poursuivi la fillette qui avait assemblé l'équipement. Ils ont compris qu'elle n'était qu'une enfant qui ne pouvait pas savoir. À la place, ils ont inculpé 5 adultes. Ils ont inculpé les instructeurs qui se trouvaient juste là, au bord de la falaise ce jour-là, le responsable du club d'escalade et même le fabricant qui avait vendu le matériel sans instruction de sécurité claire.
L'argument était simple. Un garçon de 12 ans ne devrait pas être chargé du dernier contrôle de sécurité sur un mur d'escalade. Mais il ne s'agissait pas seulement d'avoir manqué à leur devoir envers Tito, car en omettant d'inspecter cet équipement, ces adultes ont coûté la vie à un garçon. Et ils ont aussi condamné une jeune fille à vivre avec l'écrasante culpabilité de la mort de son ami. Tout cela à cause d'une responsabilité de vie ou de mort qu'elle n'aurait jamais dû avoir à assumer. L'affaire judiciaire a traîné pendant 5 longues et douloureuses années. Finalement, en mai 2018, un tribunal italien a rendu son verdict. 4 adultes ont été acquittés, mais un homme reconnu coupable d'homicide involontaire. C'était l'un des instructeurs qui était en voyage avec Tito. Le juge a statué qu'en tant que professionnel adulte responsable, c'était sa responsabilité légale et morale absolue d'inspecter physiquement l'équipement des enfants avant de les laisser quitter le sol. Il a été condamné à 2 ans de prison, mais comme c'était sa première infraction, il n'a pas réellement eu à purger sa peine derrière les barreaux. Pour le père de Tito, le procès n'a jamais été une question de vengeance. Il s'agissait de faire passer un message si fort que le reste du monde ne pouvait pas l'ignorer. Il a pris l'argent du règlement qu'il a reçu après cette épreuve, environ 100 000 €, et il en a fait don jusqu'au dernier centime à une association caritative pour enfants en mémoire de Tito. Et le monde de l'escalade a écouté. L'histoire bouleversante de Tito a provoqué d'énormes changements. Aujourd'hui, si vous achetez ce même équipement en magasin, vous remarquerez une différence. Les fabricants n'utilisent plus d'élastique en caoutchouc uni. Aujourd'hui, ils les font en plastique transparent. De cette façon, toute personne qui regarde peut clairement voir de ses propres yeux si le métal repose en toute sécurité sur le tissu résistant ou dangereusement sur le caoutchouc. C'est un petit changement simple, mais il a envoyé un signal fort. Jusqu'ici, chaque tragédie tenait à quelque chose échappant au contrôle du grimpeur. Mais John Baccar a bâti toute sa réputation sur la conviction que la compétence pouvait remplacer l'équipement. Pendant des années, il a donné raison à tout le monde jusqu'au jour où il n'a plus pu le faire.